Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Dans une allocution lue par Ahmed Attaf au sommet des 10 de l'Union africaine, Tebboune charge le Conseil de sécurité. Le chef de l'État a indiqué que ce sommet se tient dans un contexte international et régional riche de défis et de risques sur fond d'une crise sévère qui a frappé le système de sécurité collectif. D'autant que le Conseil de sécurité des Nations Unies a été frappé récemment d'une paralysie quasi complète. Il a cité dans ce sens la situation de crise qui prévaut dans le continent africain, notamment dans la région sahélo-saharienne, qui pâtit des fléaux du terrorisme, du crime organisé et de la propagation des foyers de tension et d'instabilité. Outre la grande tragédie que vivent les Palestiniens et qui prend de jour en jour des proportions alarmantes du fait de l'impuissance de l'ONU à faire cesser les crimes de l'occupant israélien et ses violations des règles du droit international, qu'elle a elle-même décidé. De ce fait, poursuit M. Tebboune, cette situation a fait remonter à la surface la question de la réforme du Conseil de sécurité, relevant que l'enjeu de cette réforme ne se résume plus à l'augmentation du nombre des membres des pays émergents, en tête desquels l'Afrique, mais va bien au-delà, car la pérennité de l'organisation internationale multipolaire est désormais mise à l'épreuve face à l'ampleur que prennent la logique de l'égalité des forces, le phénomène de la polarisation et les critères de sélectivité et discrimination en matière de l'impératif respect des règles du droit international. À la surprise de tout le monde, le chef de l'État appelle à traiter le dossier de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, la plus grande diligence, appelant à redresser l'injustice historique faite au continent africain. Certes, l'appel à réformer le Conseil de sécurité est légitime. Le problème qui se pose, c'est celui qui appelle à réformer ce Conseil. Parlons de M. Tebboune et son avènement au pouvoir. Peut-on parler d'élections libres et transparentes en Algérie? Non. Peut-on parler de l'indépendance de la justice en Algérie? Non. Peut-on parler d'une presse libre en Algérie? Non. Peut-on parler d'une ouverture politique en Algérie? Non. M. Tebboune a ignoré les demandes du peuple algérien à réformer le système politique et les institutions de l'État. Et il nous parle de réformer le Conseil de sécurité. Comment la voix de l'Algérie sera-t-elle respectée à l'extérieur en termes de justice et des droits des peuples quand toutes les pratiques sont contraires à l'échelle intérieure? L'incohérence et la cacophonie du discours politique et de la diplomatie de la Nouvelle-Algérie nous laissent perplexes quant à la situation de nos institutions et de la déliquescence de l'État. Hormis la puissance divine, aucune force dans le monde n'est en mesure de faire pression sur l'Algérie, a-t-il déclaré M. Tebboune devant les entrepreneurs. D'où lui vient cette assurance quand on sait qu'un fossé insondable sépare le peuple des dirigeants du pays? Notre rapport avec le monde s'est aussi détérioré. Actuellement, la politique étrangère que mène l'Algérie vis-à-vis de ses partenaires et de ses voisins va l'isoler de plus en plus de l'échiquier mondial. Aucun pays ni institution internationale ne solliciteront son avis ou son apport sur les questions qui la touchent de près ou de loin. Le rapport avec le reste du monde se dégrade de plus en plus. L'Algérie n'est plus crédible diplomatiquement. Évaluer la crédibilité de notre médiation dans les conflits, c'est évoquer l'état des lieux où nous sommes intervenus. Partout, il faut avoir le courage et le sens des responsabilités. Ce fut des échecs, des rejets de notre pays qu'on ne cesse d'humilier. Tebboune appelle à réformer
le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid El Lou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid El Lou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Comme toujours, bienvenue à vous, à vos invités et à tous les téléspectateurs. Shukran. Shukran, marhaba bik, c'est Hamid. On aura aussi le plaisir d'accueillir, vous l'avez vu, Monsieur Mourad Yefsah, consultant, membre fondateur du comité de citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Si Mourad, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Monsieur Jody, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Hamid El Lou, on va commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces déclarations d'Al-Majid Tebboune qui appellent à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un appel qui est légitime, surtout par rapport aux événements qu'on a vécus donc, ces dernières années, mais aussi ces dernières semaines? Votre réaction? Oui, l'appel est légitime. Le mérite n'en revient pas au régime algérien. Beaucoup d'autres leaders dans le monde ont appelé à ça, en particulier l'Afrique du Sud et d'autres pays émergents, l'Inde par exemple, le Pakistan. Tous ces pays appellent à la réforme de l'ONU parce qu'ils voient que cette organisation, son fonctionnement, pas l'organisation, mais son fonctionnement est devenu caduque parce qu'il faut se rappeler que les Nations Unies en tant qu'organisation a été créée dans l'esprit de gérer l'après-Deuxième Guerre mondiale, après 1945. Et on se souvient que cette Deuxième Guerre mondiale avait enfanté d'un autre problème qui est la bipolarité et la compétition entre les Américains et l'Union soviétique. Donc légitime, oui, parce que après plus de 70 ans, il est temps que les choses changent. Beaucoup de choses ont changé. Justement, on est parti de cette bipolarité depuis 1945 jusqu'en 91 à peu près, et après avec la chute du mur de Berlin dans les années à la fin 80, les années fin 80. Donc là, il n'y a plus de bipolarité, c'est plutôt un système unipolaire où il y a les États-Unis qui contrôlent le monde un peu et peut-être les Russes et les Chinois surtout qui essayent de venir à la charge. Maintenant, je ne vais pas m'étaler tout de suite, mais moi, ça me fait penser à une chose. Cet appel, soi-disant, à la réforme de l'ONU, ça me fait rappeler un passé très récent, c'est le BRICS. Ils nous ont bombardé avec ce BRICS pendant des mois, et ça a été une débâcle annoncée. Et à mon avis, cette réforme des Nations Unies, ça va être une débâcle annoncée. Pourquoi je dis ça? Pas pour l'ONU. L'ONU, peut-être il y aura des réformes. Mais moi, la question que je pose, qu'est-ce que l'Algérie a gagné dans la future réforme des Nations Unies? Est-ce que vous croyez qu'ils vont gagner un siège comme ils essayent de le prétendre ou le sous-entendre? Jamais de la vie. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Ils n'ont pas été adhérés au BRICS parce que c'est un petit pays. Et c'est la même chose. Quand je dis petit pays, c'est à cause du régime. Je parle de régime. C'est la même chose. Même si réforme il y aura, et je pense qu'il y aura des réformes, des pays comme l'Inde, le Pakistan, peut-être l'Égypte, peut-être l'Arabie Saoudite auront quelque chose, peut-être, hein, j'ai inclus ces deux pays, mais je ne suis pas sûr, mais l'Algérie, loin de ça. Et c'est à cause de cette unipolarité, parce que les Chinois, quoi qu'on dise, ils sont assez puissants, mais ils sont très timides pour le moment, parce qu'ils avancent petit à petit. D'ailleurs, cette crise actuelle de Gaza, la Chine n'a pris aucune position, elle a pris une position officielle, mais pas forte, parce qu'elle ne se sent pas prête pour peser sur la scène internationale et pour défier cette unilatérale homogénique des États-Unis. Et le dernier point, et je passerai le mot à Mourad, c'est que
vous parlez de démocratie en Algérie, pourquoi l'Algérie ne fait pas ci, cela, et les Nations Unies par rapport à la démocratie en Algérie et dans d'autres pays. On sait ce qui se passe, c'est que l'ONU, en gros, ça ne les intéresse pas, la démocratie. Ils parlent de démocratie, mais ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et parce que l'ONU, elle a deux composantes. Un groupe appelé, soi-disant, démocratie de l'Ouest, le monde libre. Et l'autre composante, c'est les régimes autoritaires, chinois, russes, et aussi les pays un petit peu de l'Afrique et du Moyen-Orient. Du coup, la démocratie, elle ne marche pas pour les régimes autoritaires, et pour ces pseudo-démocraties de l'Ouest, et on vit dans l'Ouest, vous et moi, c'est des démocraties, c'est un langage ou des appels démocratiques opportunistiques. C'est pas opportunité. Ils utilisent la démocratie, c'est pour faire pression sur des régimes contre l'Algérie. Mais si ça marche pas, ils vont utiliser autre chose. Voilà. Très bien. On va revenir sur ce point, Hamid Lello, mais Morad Yefsah, qu'est-ce que vous en pensez donc de ces déclarations? Abdelmadjid Tebboune appelle bien sûr par la voix du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, au sommet donc des 10 de l'Union africaine, donc à réformer ce Conseil de sécurité de l'ONU. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter donc ces déclarations de Ahmed Attaf et je reviens à vous très rapide. وليس ببعيد عنا كذلك ما يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون من مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عجز منظوماتنا الأممية الجامعة عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكف انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية بعينها، وهي المنظومة التي بات الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لا يعبأ به ولا يعين أي عناية لما تنطق به ولا يحسب أدنى حساب لما تقره ويضرب عرض الحائط بكل ما تفرضه من واجبات ومسؤوليات والتزامات. إن هذا الوضع الذي أعاد إلى واجهة النقاش الدولي موضوع إصلاح مجلس يفرض على المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى ضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة والتعامل معه بكل صرامة وعزم وهو الملف الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح واستعجال كبير. Morad Yefsah, vous avez entendu donc le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Qu'est-ce que vous en pensez, Morad Yefsah? Est-ce que vous pensez que l'Algérie sera écoutée? Bien sûr, quand on sait la diplomatie algérienne et l'incohérence de cette diplomatie, mais aussi sa faiblesse ces dernières années. Oui, pour que les électeurs, pour ceux qui nous écoutent un peu, donc comprennent le contexte, c'est important quand même de dire que les Nations Unies, l'ONU et le Conseil de sécurité sont des organes qui ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale par les pays qui étaient victorieux donc de cette guerre en juin 1945, donc particulièrement par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Donc les 5 principaux pays à l'époque, donc qui étaient déclarés comme étant victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. À la création donc de l'ONU, il y avait 50 pays qui avaient adhéré. Aujourd'hui, nous sommes à 193 pays adhérents à l'organisation nationale des Nations Unies. Donc on voit bien déjà quantitativement, du point de vue donc de la quantité, on voit donc la transformation qui a eu lieu entre juin 1945 et aujourd'hui, donc novembre 2023. Ça, c'est un premier point.
Le deuxième point, le fonctionnement donc de cette organisation repose effectivement essentiellement sur les prérogatives du Conseil de sécurité qui a pour responsabilité, donc d'après donc l'article 24 de la Charte des Nations Unies, il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est une question qui est très importante compte tenu du contexte actuel et de la guerre de génocidaire contre le peuple palestinien. Troisième point, le fonctionnement du Conseil de sécurité repose sur un principe, sur un mécanisme de veto que détient les cinq pays donc, qui sont à l'origine donc, de la constitution de l'ONU, malgré le fait qu'au Conseil de sécurité, il y a 15 membres donc, dans ce Conseil. Donc, il y a 5 membres permanents avec droit de veto et il y a 10 membres qui sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc par les 193 pays. Mais l'Algérie en fera partie. Pardon, je vais... Donc, sur les 15 membres, aucune résolution ne peut sortir de ce Conseil si elle n'est pas votée par les 5 membres. Donc, s'il y a un membre parmi les 5 qui pose son veto à une résolution ne sortira pas de ce Conseil. Malgré que le vote d'une résolution obéit donc à une majorité, à condition que l'un des 5 donc ne pose pas son veto. Ce qui fait que ce Conseil de sécurité, qui effectivement actuellement dans ce contexte, qui veut répondre à une interpellation de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a voté une résolution à 121 membres sur les 193 pour donc un cessez-le-feu à Gaza, donc un cessez-le-feu donc dans cette guerre déclarée par Israël contre Gaza. Le Conseil de sécurité, qui normalement donc devrait fonctionner en permanence pour assurer la paix et la sécurité, n'a pas voté de résolution donc pour la paix. Quatrième point, je pense que c'est pour un peu rentrer dans le sujet. L'Algérie a été élue lors donc des précédentes élections des membres élus au Conseil de sécurité, donc les 10 membres élus du Conseil de sécurité. Donc, il est élu pour participer donc, durant 2 ans, durant 2024 et 2025. Vous avez parlé de l'élection de l'Algérie. Je vais vous rendre la parole, désolé, parce que vous avez parlé de l'élection de l'Algérie à ce Conseil ce Conseil de sécurité des Nations Unies. On va écouter Al-Majid Tebboune, donc par rapport à l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Je reviens à vous très rapidement. ومن هذا المنظور فإن الجزائر التي تتأهب لتبوء مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن تعي ثقة المسؤولية الملقاة على عاتقها بالنظر للتحديات الجمة التي تواجهها المجموعة الدولية، وستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة، وتسخير خبرة الجزائر الثرية في مجال الوساطة وتغليب الحلول السياسية والتسوية السلمية للنزاعات، وعمل بهذه الروح فإن بلادي ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية والعالم العربي، وداعية إلى تجاوز منطق تسيير الأزمات بل اعتماد مقاربة ترتكز على الحلول النهائية. Donc ça, c'était les déclarations d'Al-Majid Tebboune concernant donc l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Mourad Ifsah, je vais revenir à vous pour continuer donc votre argument. Mais cette élection de l'Algérie au Conseil de sécurité, ça a été présenté comme un acquis, comme quelque chose d'extraordinaire, alors qu'on sait très bien que tous les pays du monde sont élus à cette
cette organisation, à ce Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie n'a pas été élue exceptionnellement, si on peut dire. Quand on entend parler Ahmed Tebboune, on se dit que l'Algérie joue un rôle extraordinaire dans tous les conflits qui sont dans le monde. L'Algérie, donc bien entendu, elle est respectée dans le monde. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il y a une permanence de position de principe, donc de l'Algérie en ce qui concerne des questions internationales, particulièrement sur l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, et sur le combat donc de l'Algérie pour que les peuples puissent accéder à la souveraineté au travers d'un référendum des peuples pour justement décider donc de leur avenir. Et cette permanence donc donc du combat pour ce principe fait que au sein donc de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Algérie a effectivement donc un poids, elle est respectée, elle est suivie par certains pays. Tous les pays ne sont pas élus au Conseil de sécurité. C'est un vote à la majorité. Et il se trouve qu'aux élections précédentes, donc l'Algérie était candidate et était donc élue pour figurer avec 10 autres au Conseil de sécurité. Mais néanmoins, il faut relativiser donc le poids donc des pays non membres donc permanents dans cet organisme qui est le Conseil de sécurité, parce que malgré quelle que soit leur position, quel que soit leur vote, donc en cas où ils proposent une résolution, et même en cas où ils obtiennent au Conseil de sécurité une majorité, il suffit que l'un des 5 membres permanents pose son veto pour que la résolution donc ne passe pas. Donc ça c'est une première chose. Néanmoins, il s'agit bien donc là d'une tribune que l'Algérie peut utiliser pour faire entendre la voix donc des peuples opprimés comme le peuple palestinien ou le peuple sahraoui ou d'autres peuples au travers du monde qui aujourd'hui donc souffrent de l'intervention unilatérale, militaire, agressive des pays qui commandent le monde. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a certaines armées des États-Unis, d'Israël, de Russie et de Turquie et d'autres pays qui interviennent sur des territoires de pays souverains comme la Syrie, comme le Liban, comme la Palestine, etc., comme la Libye. Donc, je pense que c'est quand même important. Et il n'y a pas de cause à effet entre les questions qu'on peut effectivement soulever en Algérie et qu'on soulève sur la question donc de la démocratie, sur la question de la justice, sur la question de la souveraineté nationale du peuple algérien sur ses institutions et ses ressources. Il n'y a pas de cause à effet entre cela et les positions qui peuvent être effectivement justes, qui peuvent être légitimes, qui peuvent être productives à l'échelle internationale que pourrait poser l'Algérie donc dans les Nations Unies. Mais quand on parle des positions la question qui se pose, il ne s'agit pas seulement des positions, il ne s'agit pas seulement donc des paroles, mais aussi le poids de l'Algérie à l'échelle internationale, alors qu'on sait très bien que l'Algérie ne pèse pas, l'Algérie n'est pas respectée. Vous êtes en train de dire que l'Algérie est respectée à l'échelle internationale. On sait très bien que les positions de l'Algérie n'influencent pas la politique internationale. On entend Tebboune dire que l'Algérie est une puissance régionale, mais quand on entend les déclarations du chef de la diplomatie russe, quand il parle que les pays qui ont été acceptés dans le BRICS, c'est ceux qui ont une position géopolitique forte à l'international, on se dit vraiment, est-ce que c'est une insulte aussi pour notre pays? Hamid Lello, je vais revenir à vous, Mourad Yebs. Alors, moi, je vais mettre un peu de bémol à ce que Mourad vient de dire, parce que l'Algérie respectée, puissance, machin, il faut quand même, faut pas aller dans les ridicules. L'Algérie a été élue aux Nations Unies en tant que membre non permanent. C'est faux, c'est archi faux. L'Algérie, il faut dire les choses
telles qu'elles sont. L'Algérie a été récemment élue en tant que membre non permanent pour 2 ans, élue par défaut. Par défaut, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que sur les 10 sièges dont Morad parle, c'est des sièges qui sont attribués à des régions ou à des continents. L'Afrique a droit à 3 sièges. Donc 3 pays africains qui siègent dans ce bureau non permanent. Et c'est une rotation de 2 ans. Et il se trouve que 2 sièges se libèrent en 2024. Et les 2 seuls pays qui se sont présentés pour ces 2 sièges, c'était l'Algérie et un autre pays, je ne me rappelle plus, Mozambique ou quelque chose comme ça. Le Mozambique. Donc dire que l'Algérie... S'il y avait un troisième candidat, je suis pas... Il y a le Ghana et le Gabon qui vont être donc... leur 2023, donc on parle du Ghana, je suis en train de le lire, pardon, du Ghana et du Gabon. Donc l'Algérie, elle sera dans ce conseil 2024 avec le Mozambique. Voilà, le Ghana et le Gabon ont terminé laissent leur siège parce qu'ils sont arrivés parce que c'est pas des sièges permanents, c'est 2 ans, c'est une rotation de 2 ans. Donc le Ghana et le Gabon partent parce que leurs termes sont arrivés à la fin 2023 et les 2 sièges ont été postulés par 2 pays seulement. S'il y avait un troisième pays, je ne suis pas sûr que l'Algérie aurait gagné ce siège. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une élection par défaut. Ils n'avaient pas le choix. D'ailleurs, l'Algérie a eu moins de voix que le Mozambique. Pour vous dire que... Écoutez, l'Algérie, maintenant... Le problème des Algériens, ils sont très nostalgiques des années 70-80. À l'époque, comme je l'avais déjà dit, c'était un monde bipolaire. Et quand vous avez un monde bipolaire, en général, dans la relation internationale, quand vous êtes un petit pays, l'Algérie c'est un petit pays, qu'on le veuille ou pas, vous avez 2 choix. Ou bien vous vous mettez sous l'aile d'un grand pays, les États-Unis, la Chine et la Russie peut-être, ou bien vous faites des alliances avec d'autres pays. À l'époque, l'Algérie, dans les années 70-80, et je pense que c'était le génie de certains leaders algériens à l'époque, c'est qu'ils se sont mis sous l'aile soviétique sans pour autant oublier de communiquer avec d'autres pays comme les États-Unis. C'est ce qui a fait la force de l'Algérie. Et devinez qui est en train de gagner ce jeu, ce rôle, c'est le Qatar. Le Qatar, au lieu de se mettre seulement sous l'aile américaine, il s'est mis sous l'aile américaine, mais aussi il a laissé entrouverte des alliances avec, par exemple, la Turquie, aussi un petit peu de bonnes relations avec l'Algérie. Et c'est pour ça que le petit pays comme le Qatar, maintenant, est en train de jouer le rôle qu'avait joué l'Algérie dans les années 70. Maintenant, on le sait bien avec le Qatar, à cause des médias, maintenant c'est amplifié. Ce que le régime algérien faisait dans les années 70 était beaucoup plus important parce que c'était dû à cette bipolarité et c'est pour ça que les combats dont si Morad faisait référence pour l'autodétermination pour le Sahara occidental, pour l'Afrique du Sud, pour le Mozambique, pour le Botswana, pour la Rhodésie qui est devenue Zimbabwe. Oui, à l'époque, l'Algérie avait soutenu tout ça parce qu'elle était sous l'aile soviétique. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de ça. Et pourtant, Hamid, Tebboune avait déclaré auparavant qu'il obéissait donc aux Nations Unies. On va l'écouter et je reviens à vous, Hamid. قانون دولي وعمر الجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا ما خرجت بمليمتر على القانون الدولي. احنا الدولة الوحيدة ربما. عدم التدخل في شؤون الغير. عدم التدخل والسماع والطاعة للأمم المتحدة. القوانين الدولي، نعم. الأمم المتحدة اللي تقرر الأمم المتحدة احنا نطبقوه.
on a entendu Abdelmajid Tebboune, Sama wa ta'a lil Umam Muttahida. Hamid Lellou, yani cette incohérence de la diplomatie algérienne aussi s'oppose comme problème quand on entend les déclarations d'Abdelmajid Tebboune, quand il va par exemple en Russie, quand il reçoit le ministre des Affaires étrangères américain Blinken, qui lui dit que nous acceptons l'arbitrage des Américains, et là, si c'est possible, on va écouter donc Soundbite 3, si c'est possible, nos amis de la régie, cette déclaration de Tebboune par rapport avec Blinken. On l'écoute. En ce qui concerne bien sûr l'arbitrage des États-Unis d'Amérique dans tous les conflits internationaux, dans toutes les... Nous sommes pour. Nous sommes, vous savez, peut-être nous sommes des rêveurs peut-être, mais on rêve d'un monde plus équilibré, d'un monde où la liberté est mieux défendue, d'un monde où nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens. Et dans notre environnement, parfois on est compris, parfois on est incompris. Ça, c'était bon. Donc, Hamid Lellou, votre réaction par rapport à cette cacophonie, si on peut dire, de la diplomatie algérienne. On se rappelle très bien ce qu'il avait déclaré à Abdelmajid Tebboune durant sa visite donc en Russie. Il avait parlé du dollar, qu'il était... alors qu'on sait très bien quand on s'attaque au dollar, on s'attaque aux Américains, à leur influence dans le monde. Comment expliquer cette incohérence de la diplomatie algérienne, Hamid Lellou? Je vais vous surprendre par ma réponse. Moi, je pense que le problème, si on revient à la théorie des relations internationales, et c'est une théorie qui est avérée, comme je disais, quand vous êtes un petit pays, vous vous mettez ou bien sous l'aile d'un grand pays, ou bien vous trouvez des alliances avec d'autres pays pour équilibrer vos relations. L'Algérie, dans les années 70, comme je disais, elle faisait comme ce que fait le Qatar maintenant. Elle était sous l'aile soviétique, mais elle n'avait pas oublié les alliances, en particulier avoir un canal informel pour discuter avec les Américains. Donc ce que Tebboune dit maintenant, ce sont plutôt des faux pas. Il peut faire ça, il peut parler de cette manière aux Américains et faire la même chose avec les Russes, essayer d'équilibrer les deux. Mais le problème, c'est que là où il faut se poser la question, c'est pas le fait qu'ils le disent, c'est le fait que ça soit fuité. Et ce sont les Américains qui ont fuité cette information. Le Qatar fait la même chose maintenant. Le Qatar, il est sous l'aile américaine, mais il parle aux Russes, il parle aux Israéliens, il parle à beaucoup de puissances de manière à équilibrer sa politique. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode à faire. Un jour ou l'autre, ils vont se casser la gueule eux aussi, parce que les choses auront évolué. Parce que quand vous faites des analyses, il ne faut pas la faire pour aujourd'hui ou demain, mais il faut aller voir vers 5, 10, 15 ans. Et le rôle qui est joué en ce moment par le Qatar, il sera caduc d'ici une quinzaine d'années parce que, à mon avis, l'Arabie Saoudite va prendre le dessus. Pourquoi? Parce que il y a une alliance qui est en train ou un rapprochement qui se construit entre les Russes, l'Arabie Saoudite et la Chine, parce que les Américains, ils voient l'ennemi, c'est la Chine, et à ce moment-là, ils vont utiliser ce rapprochement entre les Chinois et l'Arabie Saoudite pour utiliser l'Arabie Saoudite à faire passer leur message aux Chinois. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec le Qatar, s'ils veulent faire passer des messages, par exemple à Hamas ou en Iran, ils passent par le Qatar. Et c'est ça, il faut comprendre ce concept de la relation internationale. L'Algérie ne peut pas le jouer parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. De deux, parce qu'elle ne sait pas comment le faire. De trois, parce qu'elle n'a plus les compétences qu'elle avait dans les années 70. Et numéro 4, parce que le monde a évolué de la bipolarité à l'unipolarité et peut-être à une multipolarité dans un futur proche, alors que le régime algérien est resté fixe et statique.
Voilà le problème de l'Algérie diplomatique. Très bien, mais vous n'avez pas mentionné aussi Hamid Lello, et cette question est posée à Mourad Ifsah, la question de l'intérieur, quand on voit ce qui se passe aussi à l'échelle intérieure, est-ce que vous pensez que cette politique menée par le régime algérien aussi influence notre diplomatie, influence notre vision du monde, influence aussi notre rapport avec le monde? Mourad Ifsah. Il faut clarifier pour les citoyens qui écoutent. Les élections des membres non permanents au Conseil de sécurité, il a lieu en Assemblée générale des Nations Unies. Les 193 membres votent pour l'élection des 10 membres non permanents au Conseil de sécurité. Et aux dernières élections, l'Algérie était candidate sur effectivement le quota de l'Afrique. Elle a obtenu 184 voix sur 193. Donc la question, ça c'est les faits. Après chacun, il interprète comme il veut. Mais on n'a pas le droit de dire autre chose que les faits. Après on analyse, après on peut analyser. Chacun a le droit d'analyser. Mais attention, il ne faut pas qu'on déforme les faits. Par rapport effectivement au poids donc d'un pays dans les relations internationales. Bien entendu, tout joue dans les relations internationales. La place de l'Algérie en tant que pays, on peut dire, qui est central en Afrique, non seulement de par sa position géographique, de par on peut dire la force de son PIB, de par les relations historiques qu'elle a tissées avec beaucoup de pays en Afrique durant leur guerre donc de libération, du fait donc des relations qu'elle entretient donc de fraternité et d'aide au règlement pacifique donc des conflits en Afrique. Oui, l'Algérie, elle pèse, qu'on le veuille ou pas. Alors, bien entendu, c'est pas comme le dit Monsieur Tebboune, la question n'est pas là. Mais nous, on doit aborder les choses de manière factuelle. Faut pas non plus qu'on soit donc comment dirais-je, qu'on torde le bâton à l'envers de Monsieur Tebboune. C'est pas celui-là l'objectif. L'objectif, c'est comment clarifier les choses aux citoyens. L'Algérie, elle pèse aujourd'hui en Afrique. Avec l'Afrique du Sud, elle pèse en Afrique. Parce qu'il constitue un tandem, c'est-à-dire deux pays qui sont respectés, donc malgré les efforts qui sont énormes, qui sont faits par les États-Unis, Israël, la France, la Grande-Bretagne, ces pays-là, malgré les efforts qu'ils font pour justement les rendre minoritaires au sein donc de l'Union africaine, avec l'aide du Maroc. Donc ça, c'est une question c'est une réalité. Il y a une lutte d'influence, bien entendu. L'Algérie, elle a perdu des positions. Depuis une vingtaine d'années, depuis donc la guerre de décomposition en 90, l'Algérie a perdu des positions en Afrique. Elle a perdu des positions au Moyen-Orient. Ça, il faut le dire. Pour quelle raison elle a perdu des positions ? Elle a perdu des positions parce que aussi il y a eu un tournant dans la situation mondiale avec la chute du mur de Berlin, donc la baisse donc du poids donc de la Russie qui était l'un des alliés stratégiques de la Russie, de l'Algérie. Effectivement, donc le poids donc de l'Algérie a diminué sur la scène internationale du fait qu'elle n'a pas bénéficié du soutien de ce qu'on appelle le bloc de l'Est. Aujourd'hui, les pays de l'Est se sont rongés, je dirais, avec leur bagage du côté des États-Unis, aussi bien donc la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, etc., tous ces pays-là. Et tous ces pays-là qui étaient à un moment donné dans le bloc de l'Est, qui votaient avec l'URSS, qui votaient donc en faveur de l'Algérie, eh ben se sont retrouvés donc du côté des États-Unis, qui eux, donc dans le combat donc à l'échelle internationale, stratégiquement sont du côté d'Israël, stratégiquement sont du côté du Maroc et bien entendu contre l'Algérie. C'est ça qu'il faut expliquer aux citoyens. Et ça, c'est une réalité. Très bien. Mais malgré cela, je tiens quand même à dire une chose. Bien entendu, la nature d'un régime dans un pays pèse dans son intervention à l'échelle mondiale du fait qu'on vérifie effectivement les actes avec les paroles. Quand un président
quand un gouvernement, quand une autorité, donc elle a un comportement de fait dans son pays, de respect des libertés, de respect de la démocratie, de respect de la justice, et défend ces mêmes principes pour les autres pays et à l'échelle internationale, bien entendu, sa voix, elle porte. Quand il y a un décalage entre ce qu'il fait chez lui et ce qu'il défend à l'extérieur, bien entendu, son poids, il est plus faible. Néanmoins, il faut le dire, aujourd'hui, sur les conflits de la région, que ce soit par rapport au Mali, que ce soit par rapport au Niger, que ce soit par rapport à la Libye, que ce soit par rapport à la Tunisie, que ce soit par rapport à d'autres pays donc en Afrique et par rapport à la Palestine, par rapport à la Syrie, etc. La position algérienne, elle est écoutée. Ça ne veut pas dire qu'elle est majoritaire, mais elle est écoutée. Et pourtant, c'est un échec que beaucoup d'observateurs de la diplomatie algérienne vous diront que la position de l'Algérie ou la diplomatie de l'Algérie est en recul, est un échec. Dans beaucoup de dossiers que vous avez mentionnés, Morad Yefsah, parlant de la Libye, l'Algérie n'a rien fait. On a vu d'autres pays qui sont plus petits, qui étaient plus influents dans la crise de la Libye. Vous avez parlé du Mali, vous avez parlé du Niger aussi. L'Algérie est absente. Hamid Lel, qu'est-ce que vous en pensez? Non, excusez-moi, je vais dire juste deux mots. Bien entendu. On va laisser Hamid Lel. Juste deux mots par rapport à la Libye, parce que c'est très important. C'est très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, non, mais la question de la Libye, c'est la lutte. C'est la lutte donc des puissants de ce monde pour s'accaparer les richesses et les ressources de ce pays. L'Algérie a une position qui est respectable, qui est pour la souveraineté du peuple libyen sur ses institutions et ses ressources. C'est le point de vue que défend l'Algérie. Or, les intérêts de la France, qui est l'un des protagonistes qui ont déclaré la guerre à l'État de Libye, qui a détruit non seulement l'État, mais la nation libyenne, avec l'aide des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des pays de la région qui sont avec les États-Unis, bien sûr, s'oppose à cette solution fraternelle, pacifique, donc du peuple libyen pour recouvrer sa souveraineté. Moi, personnellement, je suis pour cette solution, même si effectivement, et malheureusement, l'Algérie n'est pas suivie par les pays donc de la Ligue arabe et par une majorité. Il y a une bonne partie donc des pays africains qui sont d'accord avec cette position. Très bien, restez avec nous, Morad Yefsah. Hamid Lelou, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce qu'a dit Morad Yefsah, votre réaction par rapport à ça? On se rappelle très bien aussi de cette médiation de l'Algérie par rapport donc aux Palestiniens, la question palestinienne. Quand Ahmed Tebboune avait dit que la question palestinienne c'est mon affaire, je m'en occupe. Il voulait aussi réconcilier entre les différents factions palestiniens, que ce soit Hamas, que ce soit Fatah, mais à la fin, on a vu le résultat. Hamid Lel. Vous savez, en toute amitié, je vais dire à Simorad que je suis complètement en désaccord avec lui parce que il commence une chose et il finit sa synthèse ou son analyse avec le contraire. Il dit que moi, je ne suis pas rationnel, que je fais des analyses parce qu'elles ne sont pas factuelles. Mais ce qu'il avait fini son analyse, il disait que l'Algérie n'a plus le poids qu'elle a parce que il n'y a plus le bloc de l'Est, il n'y a plus l'Union soviétique et tout le monde vote du côté américain. C'est exactement ce que je disais moi. C'est parce qu'on n'a plus cette bipolarité. L'Algérie avait mis trop de son poids sous l'aile soviétique. L'Union soviétique est partie. Le monde a changé, le régime algérien n'a pas changé. Et je vais vous donner un exemple pour lui expliquer le factuel. Par exemple, dans la diplomatie régionale. Et moi, je l'ai vécu personnellement et j'ai lu et écrit par rapport à ça. Il y avait la diplomatie économique algérienne dans les années 70-80. Il a mis des millions de dollars en Mauritanie, par exemple. La plus grande compagnie de pêche industrielle algéro-mauritanienne était algérienne à presque 100%. La raffinerie de la Naftal était algérienne. La compagnie de transport maritime était algérienne. Les routes étaient construites par les Algériens, les hôpitaux. Et tout ça a été fait
à travers des entreprises publiques algériennes qui voulaient faire de la diplomatie et de l'investissement public. Croyez-moi, 100% faillite. Toutes ces boîtes ont été fermées. Le monde a changé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de repartir vers le même pays, la Mauritanie, et essayer de faire le Mali et le Niger pour investir dans les banques. Quelles banques qui vont faire ça? Ce ne sont pas des banques privées, parce que les banques privées ne vont jamais faire ça vu le risque. Ils vont reprendre les banques algériennes, c'est-à-dire l'argent du contribuable algérien, l'argent qu'on gagne grâce au pétrole, pour l'investir soi-disant dans les banques en Mauritanie, Mali, Niger. Ça va être le fiasco. Donc, il faut arrêter de dire c'est du factuel. Le monde a changé. Le monde a évolué, le Qatar a changé, l'Arabie Saoudite a changé, même la Mauritanie a changé. Il n'y a que l'Algérie qui est restée statique. Aucune influence. Très bien. Ça se passe des choses. C'est bien généreux. On va revenir très rapidement. Nous sommes contre l'impérialisme et nous allons défendre la Syrie. Vous n'avez rien défendu. On va donner la parole à Morad Yefsah. Morad Yefsah, très rapidement parce qu'on me dit le temps de l'émission est terminé. C'est Morad? Oui, non, mais la question, c'est, on essaie donc de discuter de choses qui ont du sens. On peut défendre un point de vue qui est juste sans avoir la majorité. Aujourd'hui, en Algérie, on défend la justice indépendante, on défend le droit donc au peuple algérien de s'exprimer librement, donc une liberté d'expression, une liberté pour les intellectuels, une liberté pour les journalistes, une liberté pour les citoyens. Mais malheureusement, on n'a pas encore réussi donc à le faire passer ni par la majorité ni par les moyens pacifiques. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas raison. La même chose, ce même raisonnement est valable pour l'Algérie quand elle défend le droit du peuple libyen, le droit du peuple syrien, le droit du peuple malien de disposer donc de sa souveraineté sur ses institutions et ses ressources. C'est une position qui est juste et on doit la défendre, à mon avis. Donc de par notre histoire, et qui est essentiellement fondée sur les principes qui ont été donc développés durant la guerre de libération par le mouvement national. C'est ça qui fait la force de la position donc de l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie n'a pas changé de principe en ce qui concerne son positionnement à l'échelle internationale sur les questions internationales. Elle n'a pas changé. Elle continue à défendre le même, je dirais, la même stratégie que celle qui a été défendue par le GPRA à partir donc, des années 57. Merci Morad Yefsah. 10 secondes, Hamid Lello. L'Algérie donc continue à défendre le même principe, est en train de dire Morad Yefsah, concernant donc les positions diplomatiques. Très rapidement, 10 secondes, le mot de la fin. Moi, quand j'ai parlé des autres pays qui changent par l'Algérie, je ne parle pas des principes. Il faut rester sur les principes. Mais on peut changer la manière de faire le business, développer l'économie, etc., ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Numéro 2, il parle de l'héritage, il n'y a aucun héritage, je suis désolé. Ce régime n'a jamais rien hérité de la révolution algérienne, ils n'ont rien à voir avec la révolution algérienne. Troisièmement, il faut arrêter avec ce romantisme diplomatique, et l'Algérie soutient la Syrie, et l'Algérie, c'est que des paroles, que des paroles. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique étrangère, taisez-vous. Merci. Arrêtez le charlatanisme politique. Maintenant, si vous avez les moyens, faites-le, parce que dans la diplomatie internationale, écoutez, c'est l'influence et l'impact. L'Algérie n'a ni l'un ni l'autre. Merci Hamid Lello, on est arrivé à la fin de cette émission. Hamid Lello, directeur Forum for Democracy, vous étiez avec nous depuis Washington, merci à vous. Merci à Morad Yefsah, consultant, membre fondateur du comité de citoyens algériens, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartikum Sahha.